You like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Non, juste un verre. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Sky is the Limit. Je suis Julien et je suis très content de vous retrouver. Et en plus, il y a plein de gens autour de cette table virtuelle. On va tout de suite commencer les présentations par ordre du conducteur. Donc, on va dire qu'à ma droite, il y a Blast. Hello, hello. Vous avez préparé vos cartables, vos crayons de couleur. Surtout préparer nos petits verres et nos petites pierres rafraîchissantes. Tu as passé un bon été, Blast? Ouais, plutôt bien. Plutôt bien, oui. J'ai été. Tiens, j'ai trouvé des. Et j'ai pas encore testé. En fait, c'est pas pour moi, mais j'ai trouvé des pierres de lave en Auvergne. Cool. Pour faire surgeler et donc rafraîchir la glace. Mais moi, je rafraîchis pas mon whisky, donc c'est pas pour moi. Mais j'en ai dans mon congélateur pour s'il y a des amateurs. C'est bien. Comme ça, ils vont pas pourrir avec des glaçons à l'eau le breuvage que tu leur sers. Exactement. Ensuite, nous avons Hugo. Salut Hugo. Salut. Ça va? Bah oui, ça va très bien. Je suis content de reprendre les petites dégustations. Ça fait toujours plaisir. T'as passé un bon été? Bah, très bien. Eh bah tant mieux. On a Fab qui est un nouvel arrivé. Bonjour Fab. Un nouvel, mais pas trop nouveau parce que tu as déjà fait 2 épisodes. 2 épisodes, ouais. Je suis très content de te réinviter en tout cas et d'être parmi vous. Donc merci. Est-ce que tu as passé un bon été? Ouais, très bien. Ça a été surtout boulot, un peu de famille, un peu de rando. Ok. Et voilà. Non, très très bien. Eh bah bienvenue à toi. Merci. Ensuite, on a un autre nouvel invité, enfin pas invité, un nouveau chroniqueur, c'est Akeboshi. Bonsoir Akeboshi. Salut tout le monde. Ça va? Ça va et vous? Alors toi comme Fab, t'es pas nouveau parce que t'as déjà fait 2 épisodes. Est-ce que tu as passé un bel été? J'ai passé un très bel été. Ok. Et enfin... Vas-y. Non, je disais, on a pu sortir en Suisse. C'était bien. On a pu sortir en Suisse et on a même pu goûter du Macallan ensemble la semaine dernière. C'est vrai. Et enfin, on a Émeric. Bonjour, Émeric. bonsoir. Tu vas bien? Ouais, ça va très très bien. Tu as passé un bel été? Ouais, j'ai passé un été semi-confiné, c'était sympathique. Semi-confiné, semi-canicule. C'est ça. Et ben voilà, donc du coup... Et toi, Julien, t'as passé un bel été? Mais oui, Je ne l'ai pas dit. J'ai passé un bel été. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçu de... j'avais quelques courses, quelques triathlons qui étaient prévus, ils ont tous été annulés à cause de... Ah oui, ça. Bah, ça va, tu t'es rattrapé dernièrement. Là. J'ai juste fait un gros trail de 50 km. Juste. Et un tour du lac Léman. Voilà. Juste ça va. Et des randos, avec notamment Fab et Akeboshi. Et ouais, non. Mais alors, étrangement, j'ai bu peu de whisky cet été. Il faisait un peu trop chaud pour que j'en boive. Je suis d'accord, hein, c'est pas propice, quoi. On va se rattraper pendant les longues nuits d'hiver. On se rattrapera pendant les longues nuits d'hiver parce qu'on espère bien qu'il y ait de la neige et qu'on puisse aller quand même skier avant que le réchauffement climatique nous pourrisse tout. Il y en aura, c'est sûr. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe directement aux actus que vous m'avez aidé à rassembler parce que j'étais un peu à la bourre. Qui est-ce qui a parlé du whisky breton? D'ailleurs, j'ai un petit jingle pour ça. J'ai une petite virgule sonore pour les news. Je monte le volume. Tout à coup, j'ai envie de faire pipi. Ah ouais, faut pas avoir envie de faire pipi si vous écoutez ce podcast parce que ce petit bruit va vous faire aller aux toilettes. Après, on peut écouter le podcast aux toilettes, il n'y a pas de problème. Qui est-ce qui avait parlé de Edu? Je pense qu'on dit Edu, le whisky de blé noir breton. Ah, c'est bon ça. C'est pas moi qui en ai parlé, mais c'est peut-être dans le fil Twitter que je t'ai envoyé. Ah oui, c'est dans le fil, exactement. Alors, déjà, si vous cherchez des news sur le whisky et sur l'alcool en général, n'hésitez pas à suivre le Twitter de Christine Lambert,
qui fait beaucoup de revues de presse, qui bosse pour Whisky Magazine, et elle a un hashtag donc, qui s'appelle Booze News, Booze B2OZ2. B2, Booze. Se bourrer la gueule, quoi. Ouais, qui est l'argot anglais le mot d'argot anglais pour dire alcool. Donc cherchez le hashtag et vous pourrez voir pas mal de news. Et donc elle a relevé que donc cette distillerie bretonne, donc qui fait du whisky de blé noir, ce qui est déjà intéressant. Ouais. C'est absolument délicieux, hein. Je recommande si vous connaissez pas. Ah, je connais pas du tout. Ah, c'est vraiment très très bon. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de la galette de sarrasin du whisky? Pas forcément. À la galette de blé noir, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment distinct et distingué. C'est vraiment très très bon. Et ben, sache qu'ils sortent une édition spéciale qui est vieillie pendant 18 mois, enfin qui est affinée pendant 18 mois en fût de Bourgogne. Un vin du Clos Vougeot. Et du coup, ça, oui, carrément. Ouais. Je pense que ça sort à 54 degrés. Bah, j'avoue que j'ai jamais trop goûté Edu parce que en fait leurs bouteilles sont assez moches et là c'est bien parce qu'ils en profitent pour faire un petit relooking. Voilà, parce que leurs bouteilles, il faut avouer que ça donnait pas envie, ça faisait un peu vieux whisky, voilà, un peu paint. Et il y avait un côté un peu tradi, ouais. Et surtout que c'est pas donné non plus, donc c'est pas de l'entrée de gamme, quoi. Donc ouais. Moi j'ai goûté, mais c'était un peu cher, la Gold Edition, qui est vraiment pas mal, mais en réalité la Silver est plus abordable et elle est absolument délicieuse. Je la trouve presque plus facile à boire que la Gold, qui nécessite quand même de. La Gold qui est à 90 € la bouteille. Hein. Ouais, c'est quand même un peu cher. Mais la Silver est vraiment, pour moi, c'est le meilleur des compromis. Il faut essayer. Mais là, par contre, c'est celle de 18 mois en fût de Bourgogne, 54 degrés. Tu fais envie, quand même. Je pense que c'est bon, ça. Par contre, il n'y a pas de prix encore. Donc, on va guetter ça. Bah oui. Du coup, petite virgule. Et, il y a plus que 4 centilitres là. Il y a plus que 4 centilitres, ouais. Je crois que c'est toi, Hugo, qui a parlé du festival du whisky. Ah bah oui, l'édition de cette année a été malheureusement annulée pour cause de Covid. Et c'est bien dommage, mais du coup, pour se rattraper, ils proposent en fait des petits packs avec des fioles qui vous envoient et toute une espèce de... Enfin, tout ce qu'il faut pour déguster. Et je crois avec des programmes, de ce que j'ai compris, en direct. C'est ça, c'est des e-masterclass. C'est ça. Et donc, il y a tous les prix, on va dire. Mais donc, tu me dis si je me trompe, Julien, mais je crois que c'est 40 € l'entrée de gamme. C'est ça. Il y a 4 prix. Il y a 40 €, qui est la plupart des packages. Il y en a quelques-uns à 50. Mais après, il y en a 2 qui sont beaucoup plus chers. Il y en a une à 120 qui s'appelle Dégustation Collector Whisky Fun. Et il y en a surtout une à 480 où là, on va chercher, alors qui s'appelle aussi Dégustation Collector Whisky Fun, mais on va quand même chercher dans des bouteilles un petit peu plus, exclusives, puisqu'il y a un Macallan 62, un Highland Park 59, un Spring Break 12 ans, mais alors il est 100 proof, donc si je dis pas de conneries, c'est-à-dire qu'il n'a pas été coupé. Pas du tout coupé. Ouais. Ça veut pas juste dire que c'est 50 degrés normalement? Pourquoi tu dis ça doit être, oui, du proof, oui, c'est 50 degrés d'alcool, mais 50 mais là, il a degrés d'alcool, 57, il est probablement pas ou peu coupé, un petit peu quand même. Et un Karuizawa de 68 à 61 degrés. Et c'est Whisky Fun pour... Ouais, c'est ça, c'est Serge Valentin. Et pour ceux qui connaissent Whisky Fun, il y a à peu près des notes sur tous les whiskies du monde. C'est incroyable. Il a, je crois, plus de 15 000 références, d'entrée de référence pour ses notes. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il regoute le même whisky plusieurs années plus tard. Parce que des fois, par exemple, ça va être un whisky 20 ans d'âge, mais tous les ans, il a 20 ans. Donc forcément, c'est pas vraiment les mêmes distillations. C'est pas le même batch, ouais. C'est ça. Okay. Donc il y a des petites nuances qui changent. Et ça peut être intéressant de voir des fois comment des marques peuvent rendre meilleur un de leurs whisky ou au contraire, un peu brader la recette au fur et à mesure des années et se rendre compte que ça perd vraiment en qualité.
Et, J'imagine qu'à 480, ils fournissent une raclette pour aller chercher la dernière goutte dans le flacon pour être il sûr y a intérêt. C'est des chaque flacons de goutte 2 vaut une centilitres. fortune. Quoi. Ouais, 480 Ouais, balles. ouais, donc chaque goutte du flacon coûte une fortune à elle toute seule. Quoi. À ce prix-là, tu sauces. Hein. Tu prends une lèches. tartine de pain et tu sauces le verre. Hein. Mais alors, on n'a pas dit, mais c'est le week-end du 26 septembre et le week-end du 3 octobre. Et moi, je pense que je vais m'en faire un. Clairement, ça donne envie. En plus, pile à ce moment-là, je suis en vacances avec madame, donc je pense qu'elle va être vraiment, vraiment très, très contente que je passe du temps à faire ça, seul. Tu l'as fait goûter, vous faites un centilitre chacun? Ah, je sais pas ça. On verra. Et il y a aussi la dégustation Naisson, qui a l'air très, très bien pour ceux qui aiment le rhum. Ça, à 40 €, ça vaut le coup, parce que c'est rare qu'on puisse goûter tout ce qu'ils font, et au niveau du rhum, ils font quelque chose de très fruité, même pour du blanc classique. Naisson, c'est très très bon. Ouais. Voilà, c'est assez incroyable. C'est vraiment délicieux. Ouais. Ok. Moi, alors, je regarde le programme. Il y a 2 dégustations qui me tapent dans l'œil. Il y en a une qui est la première, qui est que des whiskies français. Donc il y a 5 whiskies français. Armorique, Domaine des Hautes-Glaces, Glen Armor, Ninkasi et La Roche au Fée. J'en connais que 2 là-dedans. Et puis la deuxième qui m'intéresse, c'est une spéciale embouteilleur indépendant. Donc c'est que des single malt écossais, mais qui sont faits par des embouteilleurs indépendants, un peu comme le Old Ricky qu'on avait goûté. Voilà, et ben c'est une bonne news. J'envoie le jingle. Allez, vas-y. Qui c'est qui nous a parlé du piston d'Aston Martin dans une bouteille? Alors, ça c'était moi. C'est un peu trahir le vrai mix. C'est sur la bouteille. Ou plutôt, c'est sous la bouteille. C'est même sous la bouteille. Ouais. C'est moitié fusionné. piston. Ouais. Mais en gros, pour expliquer, donc c'est un partenariat entre Aston Martin et Bowmore. Ils ont fait une série spéciale pour fusionner les 2 passions, même les 3 passions entre les gens qui aiment le whisky, l'automobile et James Bond. Et du coup, en fait, donc c'est un whisky vieilli 31 ans tout de même. La bouteille coûte 56 000 €. Ouais, 50 000 livres. Boum. Voilà. Et du coup, ça s'explique par le prix du flacon. Chaque exemplaire est cerclé par un véritable piston provenant d'une Aston Martin DB5 des années 60. C'est un beau moyen de faire du recyclage. C'est un très beau moyen de faire du recyclage. Zéro déchet, on est en plein dedans. Quand tu le revends, c'est une mise en valeur du recyclage. Parce qu'à 50 000 livres, ouais. En fait, je pense que c'est intéressant. Ils arrivent à faire ça parce que Aston Martin, c'est une des seules marques qui récupère en fait les autos d'époque et qui les restaure chez eux en fait directement. D'accord. Ils vendent le service de restaurer les vieilles autos. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment des vieux moteurs qui rentrent quand ils font de la restauration, qui remplacent et du coup, voilà, ils récupèrent les pistons. Et dans l'article que tu as fait tourner, alors il faut savoir que la DB5, il y a eu seulement 1000 voitures qui ont été produites. Donc déjà, la voiture est rare. Et qu'il n'y aura que 25 bouteilles. Donc, tu peux expliquer aussi le prix. Ouais. Mais on est d'accord que... Ouais, vas-y, termine. Ça demande 1 semaine de travail. Ah ouais. Mais on est d'accord que le rapport avec James Bond, c'est l'Aston Martin, c'est pas le whisky. Oui, c'est ça, oui. C'est l'Aston Martin. Parce que le whisky, je comprenais pas, quoi. Mais... Okay. Voilà. Merci Akeboshi. De rien. Et je vous ai préparé des petites baies de jazzy après qu'on va déguster. Hein. On sera dans un club. Ensuite, le meilleur whisky single malt a été élu. Le meilleur whisky single malt au monde. Qui est-ce qui a sorti cette news? C'était encore moi. Vas-y Akeboshi. Alors, je l'ai lu rapidement hier. Ça m'a intrigué parce qu'en plus, c'est un whisky que je connais pas du tout. Alors déjà, c'est un whisky qui n'est pas chez Aldi. Non, ça c'est sûr. Mais il n'est pas inaccessible. Il n'est pas inaccessible. On pourrait peut-être le trouver chez Aldi. Donc c'est le Tomintoul 25 ans Speyside, qui est, si j'ai bien compris, une distillerie écossaise qui appartient à Glenlivet ou qui est voisine de Glenlivet.
Ils sont à 11 miles de Glenlivet. Ah oui. Ils sont sur la même partie au nord de l'Écosse. Mais Et du c'est pas une coup, petite distillerie. Hein. Ils produisent quand même 3 millions de litres par Ouais. an. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas un petit, quoi. Alors, le classement a été établi comment? Je crois que c'est à l'aveugle par 25 connaisseurs, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il a eu au total 52 médailles dans différentes catégories. Ce qui est pas mal. Et du coup, au cours de l'évaluation, les experts lui ont décerné la seule distinction Taste Master qui a été décernée, a priori. Ever. Et du coup, combien de variations de thèmes mielleux pouvez-vous obtenir dans cette bouteille? J'en compte au moins 5, chaque vague arrivant après l'autre, de longueur moyenne mais de grande qualité jusqu'à la fin. Des notes plus sèches de vanille, de chêne, espiègle et épicé. Pas une seule faiblesse. Le grand whisky est embouteillé comme il se doit, a déclaré Jim Murray, auteur de The Whiskey Bible. Qui est quand même un peu une C'est une pointure. bonne hein, référence. monsieur. Alors, j'ai regardé un petit peu cette distillerie et leurs caractéristiques, ce seraient leurs alambics, leurs cuves, de ce que je comprends. Alors, c'est un terme que je connais pas, il faudra que je creuse. Donc, ils ont des cuves de type semi-lauter et en fait, ce seraient des alambics qui seraient chauffés à la vapeur et il y aurait une sphère aplatie au-dessus, à la base de leur col. Et donc, ce serait la caractéristique de leur méthode de distillation, ce qui ferait un D'accord. single malt relativement corpulent. Et pour ceux qui veulent découvrir cette distillerie-là, il y a des bouteilles d'entrée de gamme qui n'ont pas l'air très très chères. On a un 10 ans qui tourne autour de 43 €, un 12 ans vieilli en Oloroso, donc ça doit être pas mal, à une 50aine d'euros. Donc voilà, ça reste c'est une abordable. distillerie qui est abordable. La bouteille qui a été élue, je crois qu'elle est à 200. Peut-être pas celui qui a été 280 € la bouteille en question. Ce qui est pas si cher pour un whisky élu Exactement. par les Exactement. gens, Ouais, meilleur whisky. c'est assez raisonnable comparé à ce qu'on a pu mentionner précédemment. Clairement. Allez. Et enfin, la dernière news, ça je sais que c'est Emmerich, parce que Ouais, c'est c'était sa moi. région. Forcément. C'est à propos de On va croire que je suis un Ninkasi. VRP. Hein. D'ailleurs, c'est Ninkasi si vous voulez nous sponsoriser. Mais on a failli aller faire un enregistrement chez eux. Mm. Faut que je les retravaille au corps. Oui, donc Ninkasi qui, fidèle à la tradition qu'ils ont mis en place apparemment, hein, puisque ils sortent 2 whisky par an depuis. Enfin, pas 2 whisky par an vraiment, mais en gros là ils sortent leur 4e whisky, le Track 4, Track 4 en français, toujours avec le même malt Pilsen qu'ils utilisent dans leur bière, et cette fois-ci vieilli en fût de vin blanc de la région. Et pour le finish sur le Track 4, c'est un fût qui a préalablement abrité du cognac. Mais surprise, cette fois ils ne nous sortent pas un mais 2 whiskies. Et ils nous sortent un whisky qu'ils appellent le Pinot Noir Finish. Donc c'est la même base, malt Pilsen vieilli en fût de vin blanc, et l'affinage en fût de Pinot Noir. Donc ils disent que le Ça doit être cépage, pas mal, ouais. Ça doit être assez rond. le cépage qui produit des vins rouges fruités apportera des notes de caramel, de raisin et d'un beau bouquet de fleurs. Donc, C'est on le verra. track 2 que tu as aussi, toi, Emmerich. Oui, j'ai le Track 2. Ils avaient fait un petit peu une expérience en mélangeant le malt Pilsen avec un malt torréfié. Ouais. Et je sais pas si tu partages mon avis, mais il était pas très bon. C'était pas foufou pour le prix parce que c'était 50 balles pour 50 centilitres. Ouais, 50 Et balles et c'était pas avec fou. les frais de port ou sans les frais de port, je sais plus. C'est vrai que c'est cher. Ils se lancent, hein, donc ils font des petites quantités, donc forcément ça coûte cher. Moi, je l'avais bien aimé, mais Ok. tous les goûts sont dans la nature. Et ben voilà. Non, puis après, dans le prix, il y a le côté je soutiens une ça. entreprise locale qui se Ouais, lance dans clairement. un truc. Voilà, faut voir Clairement, aussi mais ça. ce qui serait bien, c'est qu'un jour on aille chez eux et qu'on puisse goûter les 5. Voilà, comme ça on pourra. Ou les 6, Franchement, parce Ah que oui. ils prévoient d'en sortir un nouveau Ah ouais au printemps de l'année prochaine. Ok.
Et ouais, c'est ce que je disais avant qu'on commence, mais j'aimerais bien aussi qu'ils en sortent des plus vieux que 3 ans. Je sais plus depuis combien de temps ils font ça, mais avec un peu de chance, ça va commencer. Oui. Attends, je regarde très rapidement. Mais le track 1... alors, sachant qu'ils sont plus disponibles, il est embouteillé en 2018 et distillé en 2015. Ouais, donc là, on ils vont s'approche arriver de sur du 6 ans, 5-6 là, ans, ça quoi. pourrait être... Et ben voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la dégustation. Allez, Et je mets un petit peu de musique. Jingle. un petit jingle aussi. Allez. Non, mais regarde, écoutez. Il y a un orchestre derrière qui joue. Faut me dire. Qu'est-ce que vous faites T'as chez le moi budget. On a tout mis dans les musiciens. On a tout mis. Bon, je vais baisser un petit peu parce que bon. Vous entendez quand même encore un peu là ou pas? Oui. Ouais, on t'entend. Ouais, parfait. Très bien. Très bien. Ok. Vous me dites s'il faut que je mette plus bas ou plus haut le volume. C'est honnête, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer la saison avec un Glenfiddich. C'est la première fois qu'on s'attaque à la distillerie qui est symbolisée par un cerf, qui est assez connue. Moi, enfin, j'en ai peu bu, mais c'est une des seules marques de whisky dont je connais le logo. Ils ont investi en marketing depuis 30, Ouais. 40 ans au moins. Ils sont très très bons en marketing. Ouais, Ça ils sont marche très bien en bons. même temps. Euh, Après, je préfère le cerf de chez Dalmor. Mais, c'est un choix parce qu'il personnel. est plus beau. Ah, Ouais, vous je trouve qu'il est plus D'ailleurs, stylé. je vous ai pas envoyé De une face, photo. Le pouvoir du marketing, quoi. Non, mais... Je vous ai pas envoyé une photo. Il y a du bordel sur mon bureau, hein. Vous m'en voudrez pas. Je vous envoie une photo puis je la mettrai sur le Twitter de l'emballage parce qu'il est assez joli. Alors, Glenfiddich, qui c'est que c'est? Glenfiddich, c'est une distillerie donc écossaise déjà, qui est du Speyside, si je dis pas de conneries, si je prononce bien. Oui. Et donc qui est connu parce qu'effectivement c'est un cerf comme emblème, on en trouve un peu partout, et on en trouve tellement un peu partout que c'est le single malt le plus vendu au monde, alors selon des articles dont je n'arrive pas à trouver la source. C'est un peu embêtant. C'est eux, c'est Glenfiddich. Je me demande si c'est pas un des vraiment, en tout cas en France, j'ai souvenir que c'était probablement un des tout premiers singles qu'on trouvait en supermarché. On trouvait des blended à tire-larigot et c'est un des tout premiers à avoir vraiment commencé à balancer du single Ok. un peu partout. Puis après, ils ont décliné beaucoup. C'était très connu pour ça, en tout cas. C'était peut-être pas les seuls, hein, mais ils avaient vraiment une grosse force de frappe marketing pour le placer partout dans tous les supermarchés. On a trouvé. Ok. Alors, on va y venir un tout petit peu après, mais effectivement, ils sont assez bons en marketing. Alors, selon les articles, j'ai vu que ça représentait entre 20% et 35% des ventes mondiales de single malt. Ouais, je suis pas étonné. Ouais. Donc ouais, c'est Ah ouais. solide. Ah, quand même. C'est solide. Oui, c'est Il énorme. doit avoir la taille de leur Alors, chai, ça doit être je crois énorme. qu'ils produisent 10 La millions de quantité de litres fûts par qu'il doit an. avoir partout. Donc, ils sont larges. Oh là là. C'est pas si vieux que ça. Ça date de 1887 ou 1887 selon où vous êtes. Ça commence à dater quand même. Ouais, mais tu vois, on a fait des distilleries de 1600 quoi. Donc Oui, c'est vrai. c'est pas si vieux. Ça a un peu plus d'un siècle quoi, un siècle et demi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été fondé par un comptable d'une distillerie de la région qui a racheté des alambics à Cardu. Ou Cardou plutôt. On dit Cardou. Ah, c'est marrant. Le mec, il s'est s'est dit, dit, je vais me j'ai mettre à- vu leur je vais me mettre à compte, faire du whisky. c'est faisable. On peut le Ouais, faire. exactement. Alors, faut savoir qu'en 1880, dans l'histoire du whisky, c'était l'époque où vraiment ça flambait de fou, hein. Ça a décollé, et surtout en Écosse avec les blends. Alors, au niveau des innovations, ils n'ont pas eu d'innovation par rapport au processus de fabrication du whisky, mais ils en ont eu par rapport au marketing. Donc déjà, c'est les premiers distilleurs au monde à avoir vendu leurs bouteilles dans des étuis, dans des tubes. Ouais, il donnait un côté luxe. C'est Exactement. malin, ouais.
C'est aussi la première distillerie à avoir fait une boutique dans sa distillerie. C'est quand même une bonne idée en soi, Ah pour les oui, gens viennent dire, visiter. venez visiter, vous allez pouvoir ouais, déguster, c'est vrai. goûter et acheter dans la foulée. Mm. C'est aussi une des premières distilleries à avoir cru dans le duty free pour vendre ses whiskies. Et je suppose qu'à cette époque-là, c'est aussi là où ils ont dû commencer à inonder le marché mondial des supermarchés. Et enfin, c'est une des distilleries au monde qui fait des bouteilles triangulaires. Ouais, c'est ça, ouais. Je réfléchissais, je me disais, mais c'est un peu leur signature. Il n'y a pas Grant aussi qui fait des bouteilles triangulaires et que c'est dégueulasse. Si. Si. Et en fouillant pour préparer l'émission, j'ai trouvé un petit point nerd. Alors, je sais pas si vous avez vu Star Trek Beyond. Of course. Non. Oui. Qui est un Star Trek qui se passe à la fois, si je dis pas de conneries, dans notre univers et dans un univers parallèle. Il me semble que c'est celui où Londres se fait attaquer. Enfin, c'est un remake d'un vieux Star Trek, bref. Et à un moment, il y a une scène entre McCoy et le Captain Kirk qui se font un Glenfiddich de 30 ans, mais comme on est dans un univers parallèle au nôtre, bah, la bouteille, elle est carrée. Et elle n'est pas ronde. Elle n'est pas triangulaire, pardon. Si. Ça, c'est marrant. Faut quand même le placer. Hein. Bah, j'aimerais bien goûter aussi, moi, un Glenfiddich 30 ans. C'est des trucs qu'en fait, on a déjà vu la bouteille, ou on en parle dans des films, dans des séries. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on boit jamais. Et je viens de tomber sur le prix, et c'est vrai que c'est combien normal. le prix Ça coûte 680 680 €. Ouais, okay. mais il y a une boîte. Attends, je rappelle l'orchestre pour qu'il joue un deuxième morceau. Voilà. Ils sont un peu calmes, mais la finale est excessivement longue et chaleureuse. Ouais. C'est de l'ASMR. Très, très honnêtement, j'en ai goûté quand j'étais quelques décennies en arrière. Et j'avais goûté avec quelqu'un qui connaissait aussi les whiskies et on n'était pas vraiment impressionné. On a l'impression que ça laissait, et je veux le dire sans a priori par rapport à ce qu'on va goûter ce soir, mais l'impression que ça laissait, c'était que le marketing était quand même très très en avant par rapport à la qualité du whisky, et le fait qu'il soit single apportait pas énormément par rapport à des blended qui étaient de bonne qualité. Donc du coup, j'ai toujours vécu avec un a priori en disant ok, laisse tomber le Glenfiddich, c'est vraiment pour le tout venant qui se dit je veux un single dans mon bar, allons voir ce que font les autres. Et je sais pas si je suis passé à côté, mais il y a, pour moi, je garde encore cette espèce de sensation assez mitigée. Est-ce que c'est pas parce que les quantités sont tellement énormes qu'ils mélangent énormément pour avoir un goût homogène et que du coup ça revient un peu à du blend dans le sens où il n'y a pas une volonté précise? C'est très possible. Ça jouait aussi au fait que ça donnait cette impression que quand tu regardais un rayon whisky, le rayon des singles, dans la mesure où en plus Glenfiddich présentait 4, 5, 6, 8 variétés différentes avec des couleurs différentes dans du cartonnage et tout, il avait l'impression qu'il prenait la moitié de la place et qu'il restait que quelques places pour les premiers, les Cardou, les Glenkinchie qui commençaient à apparaître, les Bowmore qui commençaient à apparaître, et qu'il fallait qu'ils fassent leur place, quoi. Donc ça donnait un côté bulldozer qui n'était pas très agréable, et comme vraiment dans mon souvenir, on remonte 30 ans en arrière, dans mon souvenir c'était pas extraordinaire, j'ai jamais voulu tenter. Je me suis toujours dit ok, ça c'est du machin sans grand intérêt. Donc je suis assez curieux de me laisser retenter par un whisky que j'ai abandonné il y a très longtemps. Et alors, ce qui est marrant au niveau du marketing, c'est que dans la boîte, tu as un petit livret, ce qui est assez rare aussi quand tu achètes du whisky, qui t'explique, parce qu'en fait, donc cette bouteille, donc, qui est le Glenfiddich IPA Cask Finish. Donc IPA, c'est un acronyme de bière pour Indian Pale Ale. Exactement. Donc en fait, ce whisky a été affiné 3 mois dans des tonneaux qui ont contenu de la bière, d'où son nom. Et en fait, ils ont sorti, j'ai pas réussi à trouver la date, mais pour moi c'est pas très vieux, ça doit avoir 2-3 ans, une série qui s'appelle Experiment Série, où il y a 4 whiskies où ils ont fait des expériences.
Donc nous, on a l'expérience numéro 1, numéro 1. Ouais. On en a une deuxième qui s'appelle Fire and Cane, où c'est le même principe, sauf que c'est affiné en fût de rhum, plutôt qu'en fût de bière. On a une troisième qui est Winter Storm. Donc elle est affinée dans des fûts de vin du Canada. C'est assez celle-là qui original. m'intéresse le plus. Ouais. Et la dernière qui m'intéresse le moins s'appelle Projet XX. Et en fait, là, c'est un blend qui a été concocté par 20 experts et maîtres de chez, et qui ferait un whisky aux saveurs de fruits d'été et de barbe à papa. Bon. Ah, c'est original. Ouais, ok. Le truc, tu vois, c'est par exemple, pour moi, un finish de 3 mois, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Tu vois, j'ai des doutes là-dessus. Alors peut-être que l'apport de la bière est tellement puissant qu'il ne faut pas le mettre plus longtemps, je ne sais pas. Je ne veux pas préjuger. Mais bon, on sait qu'un finish, 6 mois, c'est pas beaucoup. En général, on préfère avoir un truc qui fasse 12 ou 18. Donc, si on m'annonce 3 mois de finish, tu vois, je retombe sur cette espèce de sensation. Alors, Akeboshi, qui est expert, puisqu'il est ingénieur en bois, et qui nous avait fait tout un dossier sur. Oui, je me souviens, très bon d'ailleurs. Il me semble que tu avais dit qu'il fallait au minimum 6 mois. Alors, c'était la norme. Ouais, la norme minimum, c'est 6 mois. Bon, comme on a dit la dernière fois, ils n'ont pas de réglementation, donc ils ont le droit de le dire que c'est un finish quand même. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que ça dépend vraiment de la puissance des arômes. Avec une IPA, peut-être que l'amertume, elle peut persister. Ça, je veux bien croire que ça puisse ressortir. Mais les autres aromatiques plus complexes, déjà que la bière, c'est très dilué comparé à un whisky. J'ai du mal à croire que ça puisse, ou juste comparé à du vin, ouais, je pense pas que ça puisse vraiment avoir une influence. Je suis pas convaincu, je dois dire, par ce merchandising. Okay. Mais et d'ailleurs, j'ai regardé. Donc Glenfiddich, c'est 13 millions de litres par an, c'est énorme. Ouais. En comparaison, Glenmorangie, c'est 6. Et pourtant, Glenmorangie, ils débitent pas mal et ils ont une gamme hyper riche. Oui. Et ouais, là, du coup, si tu compares, moi j'ai vraiment cette impression-là, comme disait Blas, que Glenfiddich, c'est vraiment la machine marketing. Ils mettent la dose sur le packaging et la communication. Et ils proposent que 16 produits. Donc ça me paraît très... ça se veut haut de gamme, mais je suis pas certain que ce le soit vraiment. Je pense que pour le coup, Glenmorangie est une valeur plus sûre. Quand tu dégustes du Glenmorangie, les différents finishes ou les différentes versions qu'ils proposent sont vraiment très très distincts. Oui, tu sens la différence entre deux bouteilles, c'est clair. Un vrai travail, une vraie nuance de l'un à l'autre. Ouais. Alors sachez que dans le petit livret que j'ai, qui m'explique qu'ils ont voulu aller dans des uncharted territory, donc dans des territoires inexplorés, et il te donne la manière la plus parfaite pour servir ce whisky. Ce qui est assez rare aussi. Et là, j'ai pleuré. Là, tu vas pleurer, effectivement. J'ai pleuré parce que je l'ai vu. Donc, sachez qu'il faut mettre du coup un glaçon dans le verre pour eux, pour déguster ce... Attends, un glaçon, il faut carrément une boule de glace. Une boule de glace, pas de crème glacée, c'est un ice ball. Ah ouais. Le machin, il fait 5 cm de diamètre dans le verre. Et surtout, avant de servir... Il faut que vous... alors ils mettent run a twist, mais du coup, j'ai même plus... Oui, un trait de... un zeste, oui, non pas un zeste, mais non, pas, parce que c'est pas le zeste, mais c'est un trait d'orange sanguine, c'est ça qu'ils expliquent. C'est ça, exactement. C'est presser un quartier d'orange sanguine frottes, dans le... Carrément, il faut le verre comme avec les mojitos, par exemple. C'est un cocktail, une tranche d'orange sanguine pressée dans le whisky. Mais dans le whisky directement. Pour moi, il n'est pas question de faire ni l'un ni l'autre, même avec du Glenfiddich. Mais moi, franchement, cette gamme aromatique, ça m'inspire un produit marketé pour les États-Unis. Tu vois, c'est vraiment le genre de goût qu'ils aiment bien. Peut-être bien, ouais. C'est. Je me suis renseigné sur comment ils peuvent vieillir un whisky dans des fûts qui ont contenu des IPA, vu qu'on fait pas vieillir d'IPA dans des fûts. C'est vrai. Alors, aussi. figurez-vous que j'ai un peu découvert le truc. En gros, ils ont une collab avec la Speyside Brewery. Ouais. Donc la brasserie du coin. Et en fait, la Speyside Brewery propose une IPA vieillie en fût. C'est ça, oui. Ils ont une. Je pense qu'en fait, ils ont une espèce de petite infographie où ils montrent effectivement la collaboration où ils s'échangent des fûts. Ouais. Ils font une rotation en fait.
Donc, ce qui m'étonnerait pas, c'est que Glenfiddich file des fûts, eux font vieillir de l'IPA dans leurs fûts, et ensuite Glenfiddich récupère les fûts, mais du coup leur IPA, enfin ça fait pas 10 ans qu'ils font ça. Donc l'IPA elle est peut-être pas restée non plus très longtemps dans le fût. C'est un peu ça qui me paraît... mais de toute manière, une IPA c'est vieilli 2 mois maximum, hein. Donc ça peut pas vraiment... Surtout que normalement c'est censé... Bah après, je sais pas, parce qu'ils peuvent pousser les potards un peu et faire des IPA vieillis 1 an. Bah oui, parce que le 18 concept mois, de mais bon, ça l'IPA, quand on m'étonnerait a quand même. inventé l'IPA, c'était justement parce que il fallait transporter la bière par bateau et que ça prenait longtemps avant d'arriver en Inde. C'est pour ça que l'Indian Pale Ale était fort chargé en houblon pour pouvoir tenir le choc. Alors moi, j'ai avant pas d'être cette version-là, amené tu vois. sur le territoire. Moi, j'ai pas cette version-là de l'IPA Blast. Ok. Moi, j'ai plutôt que c'est une bière justement qui fermente rapidement parce que autrement la bière elle tournait à cause de la chaleur en Inde et donc ils ont mis au point cette recette parce que c'est prêt à consommer en 4 semaines et du coup ça évitait que la bière tourne en fait. Donc c'était une bière de consommation rapide justement. Enfin moi j'avais appris ça plutôt. Bon, mais... on va demander à nos camarades de Binous USA. Alors, ouais, faudrait qu'on leur pose la question. Parce la que vraie histoire. tu les cites parce que ils en ont testé plusieurs des IPA. Et ils disent souvent, les IPA, c'est celles qui vieillissent le plus vite. Parce qu'il faut bien regarder les dates de fin de consommation des IPA. Parce que quand ça dépasse la date de la canette, elles sont bonnes à acheter. Bah même, il y a certaines canettes qui se vendent encore alors que c'est limite. Hein. Quand c'est vraiment du dry hopping ou du double dry hopping, après 4-5 mois, si c'est pas gardé au frais, ça commence déjà un peu à perdre des arômes. Alors c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est juste que à la place d'avoir une bière très houblonnée, vous allez avoir une bière à peine houblonnée. Non, mais je nie pas, je me trompe peut-être totalement. Hein. C'est peut-être moi qui ai mal interprété. On demandera à Binous. L'histoire, on va demander à Binous, ils vont nous dire. Après, les IPA, à l'époque où ça a été créé, il n'y avait pas de dry c'est hopping. clair. Mais par contre, vous avez tout à fait raison sur ça la a peut-être manière évolué de avec le distiller de temps. l'IPA, parce que j'ai un très bon ami, coucou Antoine, qui est brasseur de bière. Et il n'y a pas de tonneau, hein. Nulle part, puisque c'est à peu près 2 à 3 semaines. Enfin, en gros, tu cuis, tu stockes dans une cuve 2 à 3 semaines et après t'embouteilles. Et en fait, c'est stocké dans la bouteille. Donc il n'y a pas de... Je pense pas. À moins qu'il l'ait fait vieillir non pas en fût, mais je trouverais ça bizarre parce que c'est ce qu'ils vendent, mais en cuve. Là, je pense que c'est l'IPA qui font vieillir. Je pense qu'ils font une base de barley wine avec une IPA en fait. Ils font des bières vieillies en fût sur une base d'IPA. Je suppose que c'est bon. Je connais pas. J'ai jamais goûté ça, mais de barley sur une base d'IPA. Donc s'il y a des gens qui veulent nous envoyer des canettes. Alors dernier point, parce qu'on en parle, on va bien falloir la goûter un moment. Et on boit pas, ouais. C'est qu'il n'y a pas l'âge nulle part de ce whisky. Je ne sais pas. Donc on ne sait pas. Donc je dirais qu'il a 3 ans, c'est ce qu'on ne sait pas. Et c'est sûr qu'on ne le trouvera pas parce qu'il a gagné en 2019 la médaille d'or du single malt sans âge. Comme ça, on est sûr qu'on ne saura pas l'âge des whisky qui composent, enfin du whisky qui compose ce single malt. Messieurs, je vais vous donner le prix. Alors, selon les pays, ça varie assez vite, mais c'est entre 40 et 55 euros. Voilà. Vous savez à peu près tout. Donc maintenant, on va pouvoir se servir. Ok. Parce qu'on est là pour ça. On a hâte. Et grâce à mon nouveau matériel, je peux même mettre le jingle par-dessus l'orchestre derrière. Sinon, je peux faire un petit service. Bah moi, je me le suis servi moi, tout à l'heure. Je l'ai servi en début d'épisode. Je me suis mis dans le verre tout à l'heure pour qu'il s'ouvre un petit peu. La couleur est belle. Hein. Alors, qu'est-ce que tu t'es pris avec là, rien, parce que la question est bonne. J'ai regardé, j'avais pas de Speyside à ma disposition, donc du coup, j'ai rien pris. Alors moi, j'ai un peu triché. C'est pas un Speyside, c'est un Aran. Et j'ai pris un finish en fût de vin blanc. Voir si j'arrive du coup à distinguer des différences et à mieux saisir. Tu vas faire mal à Glenfiddich, il va jamais survivre à ça. Ouais. Si ça se trouve, ça va être une catastrophe. La couleur est plutôt belle, elle est assez claire. Oui, claire avec une petite pointe légèrement orangée, ambrée peut-être.
Ouais. Elle est pas que claire. Enfin, elle a un joli jaune doré, mais avec des petits reflets orangés dedans qui sont plutôt agréables. Ça, c'est un bon point déjà. Alors, au Fab, moins, je t'ai presque entendu, mais ton volume est un petit peu bas. Non, je disais simplement qu'il était effectivement translucide, assez translucide, très très clair, très belle couleur, et avec des beaux reflets. Brillant. Ouais. Effectivement, il est assez... Et je le sens. Le nez est assez frais, hein. C'est pas désagréable. Alors, tout de suite, moi j'ai senti je sens vachement l'agrume, le citron. Alors, je sais pas si vous le sentez. Il est très. Je sens l'acide. Pointe qu'on sent dedans. C'est sur une base de whisky quand même assez tradie. Ah ouais, c'est du classique. Mais c'est vrai qu'il y a des petits arômes de. Ouais, la petite fraîcheur d'agrumes n'est pas désagréable. Elle picote un petit peu au C'est nez. marrant que vous parlez d'agrumes parce qu'ils en parlent pas du tout dans le nez, sur le petit livret, ils en parlent dans le goût. Mais sur le nez, ils sont plutôt sur de la pomme, si on n'a pas au nez, de la je sais pas poire, s'il peut y avoir, hein. Et je ne sais pas ce qu'est du spring blossom. Ouais. Senteur florale complétée par une délicate touche de houblon fraîchement Si, la coupé. poire, on la sent aussi. Hein. Poire, ouais, Enfin, j'allais c'est ce dire, que c'est. je Ouais, confirme. ouais. Ouais, poire, je veux bien. Pomme, je suis pas convaincu, Ouais, non. mais bon, des pommes, il y en a beaucoup, alors peut-être que je connais pas celle-là. Poire, oui. Mais ouais, agrumes, il y en a. Et c'est pas, Ouais, moi je suis d'accord. Moi, il m'agresse le nez même un petit peu, hein, personnellement. Ouais, il est un petit peu piquant, hein. Il est un petit peu piquant sur le bout du nez. Alors après, c'est sûrement parce que ils disent qu'il y a une touche de houblon. Si le houblon qu'ils utilisent c'est du citrat ou des dérivés de citrat comme du mosaique, le côté, ça a quand même des grosses notes en effet, d'agrumes. Et si on le goûtait? Je suis sûr qu'il y en a qui ont triché. Depuis 30 ans. Non, toujours pas. Non, pas encore. En plus, j'ai été sage cette fois-ci. Ah oui. Il est un peu costaud, je trouve. Oui, il envoie. Il envoie. Ah oui, oui. Il est jeune. Mhm. Ouais, non, mais C'est pas désagréable. Quand il a pas d'âge, c'est pas un 12 ans. hein. Alors, la première gorgée, elle est raide, hein, c'est- ça tape dans les coins. Mhm. Oui, il n'y a pas. C'est bien. Oui. C'est la bonne Mais expression. la fin de bouche Blast. est plutôt agréable. La fin de bouche, elle se développe. Oui. Elle est. C'est assez court quand même. Ouais, elle est rapide. Elle est rapide, mais je veux dire, il se développe vite. C'est-à-dire, on passe vite le côté très agressif du whisky un peu jeune pour une fin de bouche, oui, qui est pas désagréable. On retrouve l'espèce de. C'est peut-être la très légère amertume de fin de bouche qu'on a avec le houblon finalement. C'est marrant parce que le Haran est à 50 degrés, donc à 7 degrés de plus, il arrache moins. C'est vrai que celui-là, il a une attaque. Mais c'est agréable, hein, moi j'aime bien. Ouais. Pour une fois qu'il n'y a pas un 43 degrés où on s'ennuie, je trouve que quand même ça c'est louable. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien parce que il y a des Kaolila, comme le Kaolila 12 ans, qui a 43, il a pas du tout d'attaque et c'est hyper décevant. Que là, au moins. Il y a quand même une certaine sucrosité. Hein. On se réveille un peu. Mais on le retrouve. En début de bouche, on trouve quand même un côté un petit peu agrume. Enfin, on retrouve l'agrume dans le nez, mais moins agressif qu'au nez. Enfin, moins piquant qu'au nez, plus rond. Et une sucrosité qui reste. Mais Par qui contre, c'est reste vrai qu'il est court. Hein. sur la fin, il reste pas en bouche très longtemps. Hein. Je trouve qu'il est très très court. Ça en va très vite. C'est presque acidulé. Un petit peu, ouais. Heureusement, parce que sinon il brûle. hein. Ouais. Et est-ce que vous sentez la bière? Oh non. Non. Un peu Il y a une petite un peu, amertume en mais fin de bouche, oui. Donc ça pourrait être le houblon. Moi, je trouve que à la deuxième gorgée, on la sent un peu plus que initialement. Mais alors du coup, je comprends pourquoi ils disent un glaçon et un petit peu d'orange. Pour le calmer. Ouais. Ouais, je pense Mais- que ça. Tu sais, je pense honnêtement, tu saisis plus de goût, mais tu te fais un peu plus chier. Mais vous lui trouvez des arômes sur le bout de la langue ou parce que moi en début de bouche j'ai pas grand chose franchement. Sur le bout de la langue, j'ai un côté un petit peu piquant, mais est-ce que c'est l'alcool? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus l'alcool. Alors justement pour comparer, moi j'ai pris pas un Speyside, un Highland, mais qui est à 43 degrés aussi.
Et je voulais faire la comparaison justement. Moi, j'ai un petit piquant sur le bout de la langue, mais qui n'a pas vraiment de goût. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est juste l'alcool qui picote, quoi. Mais par contre, ouais, non, c'est vrai qu'il est court. On retrouve un peu la pomme en fin de bouche. C'est lequel de... Alors non, c'est pas l'alcool du coup, parce que l'autre, je peux vous le dire, j'ai pas du tout cette sensation. Ouais. Non, mais l'alcool, après, tu peux avoir quelque chose de plus alcooleux ou de plus rond. Ouais, si c'est très jeune et réduit à l'eau, je pense que tu as quand même une sacrée attaque. Et c'est lequel d'ailleurs C'est un Tomatin 12 ans, mais bon, forcément, la comparaison est dure, quoi. Oh. Mais tu vois, Émeric, pour le comparer au Track 2, qui est aussi un whisky jeune, je préfère quand même celui-là. Je trouve qu'il a plus de trucs à dire que celui de Ninkasi. Alors, tu sais quoi ? Je vais aller me le chercher. Et je vais comparer. Alors pour en revenir un peu à l'amertume, le Tomatin est bien moins cher. Le Tomatin est beaucoup plus accessible. Ouais, après quand tu compares par rapport au prix, c'est peut-être un peu cher pour je sais pas. Pour un 3 ans. Je suis pas emballé. C'est pas désagréable, mais il me retourne pas le cerveau. Hein. Bon, ce que tu veux dire, c'est que on te l'offre, t'es content, mais t'irais pas l'acheter. Bah, disons que si je suis chez des amis et qu'on sert ça à l'apéritif ou en digestif. Bon, digestif, c'est quand même chaud. Hein. Apéritif, peut-être. Hein. Je vois mal en digestif. Bah, moi, honnêtement, un peu trop frais pour le digestif. Si on me l'offre, je le boirais pas tout seul. Hein. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas goûté le Track 2 et... Ouh là là. On sent la jeunesse quand même. Dans le Track 2 ? Ouais, par contre, on sent mieux le fût. J'hésite à aller le chercher aussi, quoi. Alors, s'il y a des sponsors qui veulent nous faire plaisir, il y a moi ce que je veux bien goûter chez Glenfiddich, c'est 50 ans. Et il a seulement 32 000 euros. Mais donc s'il y a des gens qui sont intéressés, cher en plus. Ouais. Le 50 ans ou l'IPA? Oui, bah là c'est de la collection. Le 50 ans, non mais l'IPA aussi, mais le 50 ans en soi, c'est une bouteille chère. Est-ce qu'elle est vraiment si exceptionnelle, je me demande. Mais en réalité, au même titre que moi, je suis passé à côté et du coup, je l'ai complètement délaissé, il est très probable que certaines personnes l'ont particulièrement apprécié. Bah, de toute façon, vu le débit et combien il est vendu, bah, forcément, il y a des gens qui l'apprécient. Et il est très possible que des gens deviennent des spécialistes et que ça devient leur référence. Du coup, s'il y a des gens qui veulent collectionner des vins chers, des whiskies chers, ils peuvent se permettre ce genre de choses, oui, pourquoi pas. Le 50 ans, pour apporter une précision, en fait, c'est des bouteilles qui ne sont pas vendues maintenant, qui ont été vendues, la dernière apparemment était en 1991, donc après c'est des magasins qui la revendent, donc il y a de la spéculation. Neuve, elle coûtait pas 50 ans, voilà. Je vous conseille, si vous en avez une, de ne pas l'ouvrir. Ça peut toujours servir. Enfin, ok, moi c'est pas désagréable, mais je suis pas convaincu. Je comprends ce que tu veux dire par il a plus de choses à dire sur le Glenfiddich. On peut s'amuser à chercher plus de saveurs différentes, de notes dans le goût que le Track 2. Mais le Track 2 est quand même plus rond en bouche et plus facile à boire. Il se déguste plus facilement, on va dire. Puis il y a le petit côté fumé aussi qui reste bien agréable. Ouais, et c'est vrai que je bois pas de whisky à l'apéro, mais si je devais en boire, je préfère celui-là, je le préférerais à l'apéro que en digestif. Ah ouais, moi, je vois pas en digestif du tout, hein. Ça passe. Et en fait, après quelques gorgées, on saisit mieux les arômes, mais du coup, il attaque moins et il a moins cette surprise agréable qu'on a au début. Il tient pas, mais il reste en bouche. Là, ça fait 5 minutes que j'ai pas dedans. Moi, je trouve que l'amertume reste vachement en bouche. En fait, à la fin, il reste juste de l'amertume, mais c'est pas de l'amertume avec un goût particulier, juste une base d'amertume. Là, j'ai fait quelques minutes que j'ai pas regoûté. Pareil. Donc effectivement, il me reste plus de goût de whisky du tout. J'ai rien qui reste au nez. J'ai une amertume sur les côtés de la langue. Ouais, une amertume qu'on retrouve, tu sais, après avoir pris on a l'impression d'avoir bu une bière il y a genre 10 minutes. Une bière brune, voilà, assez forte, il y a 10 minutes, une dizaine de minutes, et en fait, on a le même goût en bouche. Ouais, exactement. Ça te laisse la langue... Parce que le temps que j'ai été chercher la bouteille, je pense que tu as goûté et que tu as fait la comparaison. Alors,
Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que le Glenfiddich a plus de choses à dire. On peut s'amuser à y chercher plus de saveur, de goût, alors que je trouve que le Tractou, quand même, il est plus rond en bouche, plus facile à boire. Il reste plus longtemps en bouche aussi. Et il y a le petit côté fumé en plus que j'apprécie particulièrement, mais en fait, ils ont rien à voir l'un et l'autre. Rien de mieux à dire que toi, effectivement. Ils ont rien à voir, et je trouve que en fait, pour moi, les deux, je les apprécie de la même façon, je pense. Peut-être pas pareil, peut-être le Tractou en dégustation longue et le Glenfiddich en apéro, peut-être. Mais je regrette de ne pas avoir d'orange sanguine pour vraiment le goûter comme conseillé, quoi. Oui, d'ailleurs, en apéro, ça expliquerait la glace et l'orange sanguine. Ou peut-être en cocktail, mais pas très long. Enfin, pas très allongé. Un cocktail un peu court. Ouais, une bouteille à 50 balles pour des autres alcools bien choisis. Mais après, peut-être que l'orange sanguine, ça apporte à l'amertume. Peut-être que ça a vraiment un intérêt, parce que s'il reste que l'amertume comme ça en fin de bouche, c'est... Bah, surtout qu'on sent l'agrume au nez, quoi. Donc en fait, ça pourrait compléter un peu tout ça, quoi. Mais genre tremper la tranche directement dans le verre, peut-être, je sais pas. J'ai déjà vu des personnes préparer des cocktails, je peux comprendre, des barman, par exemple, utiliser simplement les zestes. Ça veut dire retourner le verre, presser la peau et avoir simplement les zestes au fond du verre avant de faire le cocktail. Tu vois, pas le zeste, mais les projections de zeste, quoi. Et au fond du verre, et après, ils essuient avec un papier. Un papier absorbant, et puis après ils préparent leur cocktail. Mais t'as toujours, ce qui fait que tu as une légère, t'as la saveur légère de ce zeste qui reste en fond de verre, accroché au verre, aux parois, et ce qui permet après, c'est très subtil en fait. Là, je suis pas sûr que j'irai mettre le zeste, parce que le zeste apporte une amertume et j'en ai déjà, donc j'irai plutôt chercher effectivement le jus de l'orange sanguine pour lui apporter de la saveur. Et une petite pointe de douceur supplémentaire pour contrebalancer aussi justement ce que je mettrais pas le zeste pour qu'il aille donner le parfum à cette amertume. À la rigueur, ouais, ça peut être intéressant. Je sais pas, j'ai déjà mis quelques gouttes de whisky dans du jus d'orange, l'inverse, quelques gouttes de jus d'orange dans du whisky. C'est pas désagréable, ça s'équilibre souvent assez bien. Bon, après j'ai pas fait ça avec des whiskies très, très chers, plutôt des whiskies qui n'étaient pas extraordinaires. La petite pointe de jus d'orange faisait un cocktail simple en réalité qui n'était pas désagréable, ça se mariait bien. La boule de glace, je suis pas d'accord, mais pourquoi mettons l'orange. Le bout d'orange sanguine est censé complémenter les notes zesty. Je ne sais pas ce que zesty, ouais, donc du coup, du zeste, la petite amertume un peu... Et de mettre en valeur la douceur du whisky. Ouais, ok. Douceur au sens... douceur... Oui, j'ai bien compris. Je trouve... Enfin, il a une petite pointe douce, mais pas de là à dire qu'il est doux. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai qu'en faisant la comparaison avec un autre whisky jeune comme Emmerich, celui-là, tu le donnes pas à n'importe qui. Hein. Par rapport au Ninkasi, que tu peux quand même assez couler facilement parce qu'il est effectivement très rond et très simple. Lui, il est un peu plus complexe. Un peu, ouais, moi, plus je le bois, plus je l'aime, mais je l'aurai pas dans ma collection. Je sais pas, je trouve, tu vois, ça fait 3-4 fois que j'y retourne et je trouve des trucs différents à chaque fois. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Ah oui, moi j'aime bien, enfin je veux dire, plus je le bois, plus je l'apprécie, mais je l'achèterai pas. C'est vrai, il n'est pas désagréable. Il y a ce côté-là, il n'est pas désagréable, mais j'ai la même impression. Est-ce que je voudrais ça dans mon bar, ou est-ce que si je l'avais dans mon bar, la bouteille descendrait rapidement? La réponse est non. Ouais, il part vite. Hein. J'ai déjà fini mon verre, je regarde déjà. Non, mais c'est vrai qu'il se boit bien, quoi. Alors après, ouais. À 40, oui. Quand tu frôles les 60, bon. Ça dépend de votre bourse.
Moi, mon avis dessus, c'est j'ai goûté un autre whisky très jeune il y a 1 ou 2 mois en Picardie qui s'appelle le Airgaster, qui est un whisky local. Et c'est une distillerie toute jeune et donc du coup sa première production est sortie cette année et il a 3 ans, il est vraiment tout frais. Et j'ai la même impression. C'est un whisky Picard, ouais, c'est le 2e whisky Picard. De quelle ville? C'est à comment ça s'appelle? Quel département? Allez, précise. Ah, c'est dans l'Oise. Je suis Picard, alors j'aimerais bien savoir si c'est dans mon coin. C'est dans l'Oise, c'est à côté de chez mes parents, mais je me souviens plus du nom de la ville. Attends, je te dis ça tout de suite. Comment il s'appelle? Dans l'Oise, tu te rapproches. L'Airgaster. Airgaster, c'est Noyon. Alors, il me semble que c'est pas Noyon, c'est à côté, mais ouais, enfin, bon, c'est ce coin-là, quoi, c'est proche Compiègne. Et du coup, j'ai la même sensation, c'est un whisky qui est très correct. Que, en fait, si je vais dans un restaurant et que je dis servez-moi un whisky, c'est ce que j'attends, tu vois. Mais il a rien qui m'attire, qui ferait que je l'achèterais, que j'aurais envie de le reboire ensuite, tu vois. C'est presque un whisky à boire tranquillement tout seul, mais si tu veux vraiment faire une dégustation avec des copains, tu vas chercher autre chose. Ouais, exactement, ouais. Alors par contre, l'Airgaster vieillit en fût de cognac et de vin jaune. Ouais, alors franchement, c'est quand même pas le même prix, hein. Alors l'Airgaster, il est extrêmement cher. On est plus à 80-90. Non, mais attendez, si vous voulez un whisky vieilli en fût de vin jaune, il va falloir que je vous envoie des choses. Hein. Ouais, mais Jurassique. Moi, je l'achète. Moi, j'en ai acheté un cette semaine vieilli en fût de vin jaune du Jura, et c'est clair que ça n'a rien à voir avec l'Airgaster que j'ai goûté. Honnêtement, l'Airgaster, la bouteille de 1 ml à 80 €, je vous la recommande pas. C'était très décevant pour moi. Après, bon, moi je suis pas pro bio du tout, mais ils le vendent comme un whisky bio, artisanal. C'est à Passel. À Passel, voilà, c'est à Passel. Et ils le font sur l'exploitation familiale, ils font leurs grains eux-mêmes, ils font tout eux-mêmes. Donc je pense que ça justifie un petit peu le prix. Mais c'est vraiment un geste de soutenir une distillerie locale parce que c'est pas un produit mature, tu vois. Ils le disent, c'est sur l'étiquette, c'est écrit sur la bouteille. Prélude du futur whisky conçu par notre maître artisan distillé à feu nu, blablabla. Donc c'est ils ont en avoir gardé des tonneaux pour pouvoir sortir plus tard. Ils en ont fait 4 variantes. Hein. Ils ont fait le 3 et le 4, je crois que c'est les 2 moins chers, qui sont quand même à 50 ou 60 € la bouteille. Et ensuite le 1 et le 2, ils sont dans les 80 ou peut-être même 90 €. Et là, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup quand même pour ce que c'est. Et j'ai goûté les 4 et honnêtement, j'ai pas été impressionné. Et là, le Glenfiddich, il me laisse la même impression de whisky trop jeune, pas assez, pas mature, ouais. Mais si jamais vous avez des marques de whisky en fût de vin jaune pas trop cher, moi je suis preneur parce que je voulais goûter le Michel Couvreur, mais j'étais un peu. Alors moi j'en ai 2 si tu veux. Michel Couvreur, c'est toujours pas donné. Hein. J'en ai 2 si tu veux de Tissot. Il y en a un de Michel Tissot, donc c'est le Jurassique que je t'ai déjà parlé, qui est vieilli. En fait, ils en font 2-3 sortes différentes, je crois. Il y a vieilli en fût de vin jaune, vin de paille et Magva. Oh, Magva. Et ouais. Et sinon, tu as le Prohibition qui est beaucoup. Alors, le Jurassique est à 30 €. Tu peux le trouver à 25-30 € ici, dans le Jura. Je pourrais pas te dire les prix en cave. Je connais pas trop. Mais sinon, tu as le Prohibition qui est pareil de chez Tissot, qui est Prohibition. Et c'est ma future bouteille. Il faut absolument que je l'achète. C'est vraiment Et c'est à 60 € à peu près la bouteille. Ouais, et il paraît que c'est un des meilleurs whisky du coin, quoi. Enfin, du genre. Eh ben, écoute, je t'envoie la liste des whiskies de ma collection et on fait un échange. Mais non, mais en fait, c'est exactement. En fait, j'ai prévu de l'acheter, le Prohibition, et de vous envoyer une fiole chacun pour une prochaine émission. Oh, quel homme! Oh, voilà. Magnifique. Donc c'est mon projet pour un futur épisode. Et ben moi, je pense que je vais faire pareil avec le légendaire que je vous ai partagé cette semaine, qui est vieilli en fût de vin de paille. Et ouais. qui doit être assez
Ça doit pas être très solide, ça, un fût en paille. Oh là 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 là. Ouais, bah j'ai fini mon verre. Le mec regrette. Bon, bah voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce whisky? Donc, moi, ce que je comprends, c'est que, comme on dit en Suisse, vous êtes déçu en bien. Ouais, un petit peu. C'est un peu ça, ouais. Déçu en bien, ouais, c'est la bonne expression. Déçu en neutre. Légèrement bien, oui. Je suis moins en fait, déçu c'est que je parce m'attendais, que- mais je suis pas époustouflé. En gros, c'est bien, mais à ce prix-là, je trouve que c'est un. Moi, je vous peu trouve dur chéros, avec quoi. le prix, hein, Si- parce que si on des vous whisky à l'offre ou- 40 balles, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bah, 40, attends, toi tu t'as l'as dit trouvé à 55 40, tout moi, à sur la l'heure. maison du Ouais, whisky, il est à entre 40 et 57. hein. 55. Allez. Ouais, 55, c'est cher, attends. Sur la maison du whisky, S'il est il à est 40, c'est 57, pas désagréable. c'est S'il est à déjà- 55, je trouve mieux pour 55 balles. Ah, c'est Oui. clair. Ouais. Oui, ok, à 40, allez, admettons, pour un cadeau à papa. Mais- ouais, ok. Mais par contre, si on me l'offre, je suis content de l'avoir parce que, en fait, ça me fait un peu sortir de la zone de confort. C'est-à-dire que c'est pas le genre de whisky que moi je bois en digestif ni rien. Mais ouais, pour faire des petits cocktails très courts. Mais arrête, tu vas faire avoir une sympa. syncope à blast. Ou, non, mais Non, mais avec Ah, mais une ça pointe rigolait, d'orange sanguine, je vais essayer. bon. Et une boule de glace. Ouais, C'est bon, les franchement, cocktails. Non, la boule de glace. pour faire des petits trucs et pour faire des petits trucs comme ça sympa, ou même pour de temps en temps l'apéro, bon, ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est jamais, hein. Et ça change un peu. Moi je trouve que c'est bien, je suis content. Et par contre, est-ce que vous le feriez boire à quelqu'un qui aime la bière? Alors, moi, je retrouve pas la bière, donc. Du coup, Bah, en fait, sans intérêt, hein. Je sais pas. On retrouve simplement l'amertume, donc en Moi, je fait, trouve que- il n'y a pas le goût de bière. C'est simplement l'effet amertume. Et l'amertume, elle est vraiment légère. On n'est pas Et sur. très légère, ouais. Exactement. Ça me rassure parce que je l'avais dit quand même avant qu'on le goûte que je pensais pas qu'on aurait autre chose que l'amertume et j'avais pas faux quand même. Ah, je vous pose la question parce que bon, je pense que c'est quand même le principal argument marketing. De Je ce vois pas cocktail. l'aspect, moi. Je vois pas l'attrait bière là. Franchement, moi, je suis déçu. C'est une bouteille Après- que j'ai beaucoup vue en rayon en Suisse. On la voit souvent et là, je suis déçu. Franchement, je m'attendais. Pas à déçu, beaucoup tu mieux. l'as pas acheté. Ah Ça- oui, tu non, l'as mais goûté j'ai failli l'acheter. Moi, je suis, Ah, donc, moi, du je suis coup, t'es content de l'avoir content. dans ma Ah, moi je suis cave, content hein. de la goûter parce Franchement, que je trouve que c'est Ouais. un truc sympa. moi les deux qui m'intéressaient c'était celle-là et la Ok. Winter Storm. Les deux et je suis content de l'avoir goûté et comme je dis faut savoir aussi des fois se mettre en Exactement. danger. Hein. Et je trouve que ça change et c'est assez agréable au final. Voilà, c'est pas un whisky dégueulasse, c'est pas un Au début, whisky on est- facile d'accès. Non, loin de là. C'est un truc Non. pour compléter une cave, quoi. Ouais, Par contre, je me demande si le côté IPA c'est pas plus marketing. Oui, non, mais Enfin, on je est pense d'accord. que- hein. Ouais. On est d'accord. Mm. Je trouve qu'il y a des saveurs au final qui me rappellent pas les IPA. Puis alors ça me fait rire parce que dans la description du site internet de Glenfiddich, ils disent et des arômes de vanille crémeuse. Ouais, la vanille, c'est parce Ça que fait c'est très peu du. IPA et vanille crémeuse Vanille, quand c'est même. parce que c'est fût de chêne d'Amérique. Voilà. Ouais, voilà. Mais Dès que Donc, tu as un je truc, trouve quand même dès que tu sais qu'il est fait en fût de chêne, t'annonces qu'il y a de la vanille dedans. C'est pas faux. Voilà, c'est ça. ouais, c'est pas faux. Mais ouais, très bonne découverte et je suis bien content de l'avoir testé. Alors moi, je tiens quand même à dire que pour le même prix, vous pouvez avoir un Glenmorangie Nectar d'or vieilli en fût de Sauterne Voilà, c'est- exactement. qui me semble quand même beaucoup plus intéressant. Non, sans avoir des actions chez Glenmorangie, je confirme que c'est vraiment une très très belle distillerie qui propose des choses vraiment très intéressantes, très novatrices et il faut les suivre, hein. Il faut les goûter. Il faut les suivre, ouais. Il faut les supporter aussi. Ils sont vraiment très très bien. Moi, j'ai au moins 4 bouteilles de Glenmorangie dans, Bah, dans du mon coup, bar en permanence. J'ai la 10 ans, mais j'ai aussi la single Du coup, cask. je vais quand même j'ai faire, un finish en Sauterne, j'ai un finish en rhum. J'ai encore un porte qui traîne quelque part. Ah, t'as le Sherry Oloroso, il est vachement bien celui-là. J'ai un sherry aussi, ouais. Non, le sherry, j'ai terminé. Mais à chaque coup, j'en rachète parce que je sais que Glenmorangie, j'y vais les yeux fermés. À chaque coup, j'ai un petit truc vraiment intéressant. Et même le 10 ans, il est vraiment intéressant aussi. Là, on a un whisky qui pète, qui tape dans les trucs, mais qui reste super agréable à boire.
J'ai le Cellar 13. Non, j'ai fini aussi le Cellar 13. C'est dommage parce que celui-là a été vraiment exceptionnel avec petite touche, petite pointe salée en finale. Non, vraiment, Glenmorangie, c'est très très bien. Mais bon, on n'est pas en train de parler de Glenmorangie là. Mais moi, je dis amen quand même. On parlait de Glenfiddich, mais par contre, ça me fait penser que j'ai zappé une petite section en préambule de l'émission. Donc, comme on va bientôt clôturer cette émission et que je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver, n'hésitez pas aussi à partager si vous avez bu un whisky cet été dont vous voulez parler. Et du coup, je vais commencer par... Alors Blast, tu as mis que tu n'avais pas bu, pas de découverte de whisky cet été. Mais où peut-on te retrouver ? Au général, on me trouve soit sur Discord un peu partout, ici sur Podcastéo ou Les Sondiers. C'est l'endroit où on me trouve le plus souvent. Sur Twitter, Blast & Co. Blast, ANDCO. C'est là qu'on me trouve. Ok. Merci à toi. Hugo, t'as écrit un truc que je serais incapable de prononcer. Auchentoshan. C'est le Auchentoshan. C'est un whisky du Lowland, un des derniers, je crois. Il y a deux distilleries qui restent. Et ils ont un 12 ans très très bien, pas trop cher, qui est toujours bien à avoir, à offrir, ça plaît toujours. Mais j'ai pu avoir l'occasion de goûter la Bartender Edition, qui est en fait une édition qui a été créée justement, d'où le nom, par des gens qui font des cocktails et qui est exprès faite pour ça et donc qui est un peu plus forte en goût et en alcool, qui est à 50 degrés de souvenir. Et moi je l'ai bu sec et c'était déjà assez intéressant, et je pense que si vous avez envie de tester des cocktails sans commencer à taper à des bouteilles qui coûtent trop cher, ça peut être intéressant et c'est une bonne base, et pour faire des petits cocktails courts, je pense que c'est... Auchentoshan, c'est pas désagréable, hein. C'est sympa comme whisky. Pour le coup, j'ai fait une dégustation full Ouais. Auchentoshan. Il y en avait 6 différents de la même distillerie. Je t'avouerai que tu prends celui de base à 12 palais, American Oak, tout ça, mais celui, le 12 ans, qui tourne autour de 45 €, il est très très bien. Les autres variations qui coûtent plus cher sont similaires, on va dire. Tu vas rajouter 30 balles. Je trouve que c'est subtil, la différence, quoi. Et leur édition 18 ans à 90 € est bien, mais à 90 €, Et je l'aurais où pas mis. peut-on te retrouver, Hugo ? Voilà. Sur Twitter, Hugo_pod. Voilà. Fab ? Oui, pas grand chose de nouveau côté whisky, à part, comme je vous disais, j'avais l'habitude d'acheter mon petit Jurassic vieilli en fût de vin jaune. Là, je l'ai testé en vin de paille, j'ai tenté l'expérience, qui tourne aussi vers les 27-30 € la bouteille, et qui est vachement plus rond, vachement plus sucré, légèrement plus sucré forcément, qui rappelle un peu ces notes de vin de paille qu'on connaît, pour ceux qui connaissent un peu le vin de paille, tout ce qui est pomme, pruneau, c'est très 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 associé, très sucré. Et en fait, la petite surprise, c'est qu'il n'est pas écœurant en sucre. Je m'attendais à un whisky assez, justement, très fort. Il a été chercher les parfums du vin de paille. Il est pas écœurant, parce que moi je déteste tout ce qui est trop sucré, je n'aime pas ça. Et là, il passe vraiment bien. C'est vraiment rond en bouche. Il y a pas de sucre vraiment présent. C'est vraiment simplement les saveurs qui rappellent un peu ce côté sucré du vin de paille, et qui est pas mal. Et pour 27 balles la bouteille, en vrai, après je suis dans la région, donc je la paye vraiment pas cher, mais je trouve que c'est une belle découverte. C'est une belle nouvelle expérience, en tout cas de la même gamme du Jurassic. Ok. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Pour l'instant, non. Ok. On te retrouve ici, et puis sur Instagram, fabien.qxp, voilà. Ok, merci. Akeboshi. Oui. Alors, de mon côté, je vais pas vous parler d'un whisky, je vais vous parler d'une vodka qui est pas une vodka. Je vais vous parler du Poluga, qui est l'ancêtre de la vodka.
et qui est donc un alcool qui était fait à base de blé et de malt. Et donc, de nos jours, c'est une vodka, c'est vendu comme une vodka, mais ça a un goût de whisky, et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, moi, j'adore ça. C'est une vodka, mais au final, c'est assez léger. Ça a vraiment ce goût très maltais qu'on attend d'un bon whisky, et il n'y a pas d'autres arômes. C'est ultra neutre, c'est un alcool blanc, ouais, et c'est très appréciable. J'ai beaucoup aimé. Ok. Intéressant. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ici. C'est très bien. Au bar. Émeric. Au bar, voilà. Oui. Est-ce que tu as une petite découverte whisky cet été ou autre Alors, alcool ? cet été, non. Il y a à peine une journée, j'ai découvert un whisky, un gin. Enfin, j'ai entendu parler d'un gin et ça m'a intrigué, et donc je vais essayer de le trouver pour le goûter. C'est le Old Tom de Ransom. Ok. Et en fait, c'est un gin vieilli. Et donc, apparemment, il aurait des accointances avec le whisky. Et ça a piqué ma curiosité, donc je vais voir ce que je peux trouver. Bah, très bien. Et où peut-on te retrouver, Émeric ? Alors moi, on peut me retrouver dans plein de podcasts du label Podcut, notamment Le Roi Steven, L'École des Facs, Sky is the Limit et G7. Et ben voilà. Je crois que je les ai tous dit. Tu les as tous dit. Et puis en dehors du label, on peut te retrouver avec ton ours Grumly sur Greux. Gru, un podcast fait par un ours qui ne sait pas dire radiateur. C'est un concept. C'est un très bon concept. Et enfin, moi, je pensais que j'en avais pas. Et puis en fait, je me suis souvenu que cet été, j'ai été enfin visiter ce bar à côté de Genève, à Carouge, qui s'appelle le Bar du Nord. Ah oui, tu nous avais dit ça, oui. Et qui a... Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as nargué tout le monde et tu dis oui, j'ai rien goûté. Et qui a plus de 700 références. Là-bas, j'y ai goûté. Alors c'est un whisky qui a... Non. C'est un whisky qui a deux noms. J'ai goûté un Port Charlotte. Ah ouais, c'est bon ça. Ah bah oui, c'est très bon. C'est très très bon. Alors déjà, on sait qu'on est dans un bar à whisky parce qu'ils te demandent si tu veux 2 ou 4 centilitres. Ils connaissent quoi. C'est pas je sers au goulot un peu n'importe comment. C'est un single malt qui est un peu tourbé, mais c'est pas non plus très 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 tourbé. C'est vieilli en fût de bourbon et en fût de vin. Ça titre à 50, donc c'est un peu fort. Et c'est extrêmement bon. C'est super bon ça. C'est un packaging gris. Et ouais, franchement, les prix sont pas forcément donnés. Bon, après, on est en Suisse. Puis on est à Genève, qui est une des villes les plus chères de Suisse. Pour un 4 centilitres, je crois que j'ai payé 20 francs. Donc 18 € quoi. Pour goûter ça. Mais c'était vraiment sympa. Ouais, en même temps, c'est dans un bar, c'est plaisir des fois. C'est pas très grave, c'est comme une bonne soirée au cinéma, quoi. Puis au moins, c'est un bon produit. Voilà. Et de souvenir, le Port Charlotte est, à part les fûts, est uniquement écossais. C'est possible. Tous les grains, tout ça vient d'Écosse. Oui, c'est souvenir de mettre en avant produit à partir de 100% d'orge récolté en provenance de 8 fermes locales d'Ailey. Donc il y a plusieurs sortes d'orge. Ah, mais même sur l'île, ah ouais, effectivement. 74 € à la maison de whisky. C'est la distillerie Bruichladdich. Pour un 50 degrés, c'est pas mal. Ok, bah ouais. Ça me paraît peu cher. En fait, donc, ouais, je te disais ça, Julien, je crois que je dis pas de bêtises. Le Port Charlotte, c'est parmi beaucoup d'autres bouteilles, une des bouteilles inconnues, entre guillemets, de Bruichladdich, en fait, qui font beaucoup de... Ah, c'est Bruichladdich qui fait ça ? Ouais, beaucoup de bouteilles et qui, en fait, les brandent pas à leur nom. Genre l'Octomore, en fait, c'est Bruichladdich aussi qui le fait, typiquement. D'accord. Ah oui. Voilà. Très très bon l'Octomore aussi. Pas dans la même gamme de prix. Mais tout ça, c'est Bruichladdich, donc c'est quand même assez... fiable, on va dire, comme investissement. Je pensais que c'était une distillerie distincte, mais ouais, pourquoi pas. Bah, c'est exactement ça. Je crois qu'ils ont racheté. C'est pas le sujet ici, mais je pense que Port Charlotte, c'était une autre... Oui, ils ont racheté. Oui, c'est ça. Mais l'Octomore, c'est pareil, ils ont racheté aussi. Ouais. C'est... D'accord.
Comme Port Hélène. Et dans ces cas-là, après, ils essayent quand même de garder les colonnes de distillation et le savoir-faire pour maintenir un petit peu la qualité. La qualité, et puis, surtout la spécificité du whisky, tout en facilitant. Après, ils peuvent faire des économies sur la distribution, sur la comptabilité, etc. Mais garder le côté distinct du whisky. Ouais, donc Port Charlotte, ça fait longtemps que j'en ai pas bu, mais c'était un très bon souvenir. Et ben voilà, on va conclure sur ces belles notes. Je vous rappelle que faut que je fasse un peu l'autopromo du label. Donc, je vous rappelle que Sky is the Limit est un podcast du label Podcut. Alors, on enregistre aujourd'hui, on est le 15 septembre et c'est le jour où on a fait notre rentrée. Donc, on accueille 6 nouveaux podcasts au sein du label. 6 nouveaux, ouais. On accueille Colette se confesse, qui est un podcast de fiction érotique. On accueille La Confiture, qui est un podcast de culture générale. Qui est un super podcast, très très chouette. On a aussi Polka, qui est un podcast sur le management d'entreprise, sur les méthodes de management d'entreprise. Ça peut vous paraître rébarbatif comme ça, mais ça l'est pas du tout. Donc allez jeter une oreille, par un œil. On a Popcorn Impact, qui est un podcast cinéma, mais en fait il se replonge à l'époque de la sortie du film. Donc c'est intéressant, il y a un petit lore de voyage dans le temps. Et puis les 2 derniers sont Media Story, donc qui est un podcast sur l'histoire des médias plutôt français, et Moyenne Orientation, qui est un podcast sur le Moyen-Orient, avec Jérémy qui habite en Israël. Donc il est vraiment au cœur de la région. Et puis voilà, donc retrouvez-nous sur Twitter, on a Sky is the Limit _pod pour nous suivre. Et puis sur le label podcut.studio et sur le patreon.com/podcut. Julien a pensé au Patreon. Oh mon Dieu. Et j'étais très content de vous retrouver et de boire un bon whisky. Rentrer, ouais. Merci à tous. Merci à vous. Bon whisky de rentrée. Ouais. Je vais dire à l'orchestre de ranger ses instruments. Ses instrus, ouais. Et puis je vous dis au mois prochain. Salut tout le monde, allez, je vais lancer le générique. Grâce à ma Salut. Ciao. Bye bye. Vous voulez un whisky? Juste un verre. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time.